Donc, avant toute chose, je voudrais rappeler que traditionnellement, les historiens, à l'exception bien sûr des historiens britanniques, font une différence entre Bonaparte, général qui devint premier consul, et Napoléon, empereur des Français. Il ne s'agit nullement d'un quelconque dédoublement de personnalité, mais l'extraordinaire différence qui existe entre un militaire d'abord au service, puis le chef de la République, puis à partir de 1804 d'un restaurateur d'une monarchie qui se différenciait de la royauté française vieille de 8 siècles. Donc, on parle de Bonaparte avant 1804, on parle de Napoléon après 1804. Ceci pour nos amis anglais qui parlent de Napoléon depuis le début de sa naissance. Donc, Bonaparte avant la gloire. Il est né le 15 août 1768 dans une famille d'origine italienne, passée en Corse à la fin du XVe siècle. Napoleone Bonaparte, ou dit Bonaparte, appartenait à la petite noblesse corse. Le hasard voulut qu'il naquît 15 mois après le traité de Versailles qui avait placé l'île de Corse, jusqu'alors génoise, sous l'autorité de la France. Donc il est né français. Son père, Charles Bonaparte, député de la noblesse aux États de Corse, obtint en 1779 qu'il devint élève dans une école royale militaire. Sans être roturier, donc, le jeune Napoléon était pourtant d'un milieu peu argenté et sa noblesse manquait d'éclat. À l'école royale militaire de Brienne-le-Château, il fut souvent la risée de ses camarades en raison de son fort accent corse. Il avait été surnommé Lapayonné parce que Napoléon, ça faisait Lapayonné. Et de sa maîtrise hésitante du français qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie. Même empereur, il parlait très très mal le français. Et leur harcèlement, il n'y avait pas la télévision à cette époque-là, c'était un gros avantage. Et leur harcèlement fit qu'il se replia sur lui-même. Toutefois, loin de détruire sa personnalité, les rebuffades de ses camarades agirent sur lui comme le firent les événements de la Fronde sur Louis XIV. Sanglé dans son orgueil, bien décidé à ravaler toutes les prétentions de la noblesse sous sa seule volonté, il ne songea plus qu'à réussir à prendre sa revanche sur tous ceux qu'il estimait lui être inférieurs. Au sortir de Brienne en 1784, il intégra la compagnie des cadets gentilshommes de l'école militaire de Paris, où il vécut encore très mal les différences de rang entre nobles. Sorti péniblement sous-lieutenant d'artillerie, pour ceux qui pensent que Napoléon était un génie, il est sorti 42e sur 58. Il parfit sa formation d'artilleur et parvint au grade de lieutenant en 1791. Après avoir vainement essayé en 1788-89 de se mettre au service de la Russie, alors en guerre contre la Porte ottomane, il fut un temps spectateur des débuts de la Révolution. Témoin de la pusillanimité de Louis XVI lors de l'invasion des Tuileries le 20 juin 1792, vous savez qu'à cette occasion, Louis XVI va se couvrir du bonnet phrygien et boire un verre de vin, et vous connaissez la phrase de Napoléon le regardant faire « Que coglione » quel couillon. Il prit alors le parti de la Révolution. Pourtant, l'un des derniers actes officiels du malheureux roi fut de signer le brevet de capitaine de Bonaparte. Comme quoi, voyez-vous. Lorsque la guerre éclata entre la première coalition européenne et la France, l'émigration de la noblesse avait décimé les rangs des officiers. Le régiment de Bonaparte, n'ayant plus que 14 officiers sur 80, une carrière accélérée s'ouvrait devant lui. Sa position en faveur de la République coûta alors cher à sa famille et, après l'exécution du roi, le 21 janvier 1793, elle fut contrainte de fuir la Corse.
Napoléon, contrairement à l'idée que l'on s'en fait, et surtout lorsque l'on écoute les Corses, Napoléon en conserva une profonde méfiance pour son île, n'hésitant pas à dire peu avant sa mort, je cite, « La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, qu'une verrue qu'elle a sur le visage. » Donc je vous conseille d'aller dire ça à Ajaccio, vous verrez, quand vous êtes en vacances, vous serez bien reçu. Donc Bonaparte, idole de l'armée. Capitaine d'artillerie, il se trouva en 1793 au siège de Toulon, ville royaliste soulevée et défendue par la flotte anglaise. Ayant réussi à capturer le général O'Hara, il força la flotte à quitter la rade de Toulon et reprit la ville. Le 22 décembre 1793, il était fait général de brigade et désormais il était protégé par les représentants en mission, Augustin Robespierre, frère de Maximilien, et Christophe Salicetti. Avec l'arrestation et l'exécution des frères Robespierre en juillet 1794, Bonaparte fut taxé de jacobinisme et ne fut plus employé. En juillet 1795, il envisagea même de se mettre au service du sultan. Or, en octobre 1795, une insurrection royaliste de 25 000 conjurés s'apprêtait à renverser la Convention nationale et la répression lui en fut confiée. Ayant fait mitrailler les conjurés au canon rue Saint-Honoré, pour ceux qui connaissent Paris, la rue Saint-Honoré a à peu près la largeur de cette pièce, et donc vous imaginez ce que des boulets de canon peuvent faire sur les gens qui sont en face. Donc, ayant fait mitrailler les conjurés sur les marches de l'église Saint-Roch, il fut promu fin octobre général de division, puis général en chef de l'armée de l'intérieur, c'est-à-dire en fait le gouverneur militaire de toute la France. Désormais devenu un personnage en vue pour le nouveau gouvernement du Directoire exécutif, il fut nommé en mars 1796 général en chef de la petite armée d'Italie, destinée à faire diversion alors que les grandes manœuvres étaient prévues pour les deux grandes armées du Rhin. Donc il devait envahir l'Allemagne. Et donc là, on lui avait donné ça. C'était un os à ronger. Ce fut alors qu'il fit la preuve de son génie militaire. En un peu plus d'un an, il bâtit 5 armées autrichiennes, força le royaume de Piémont-Sardaigne à traiter, prit Milan, renversa la République de Gênes au profit de la République ligurienne, et enfin, il força le pape et l'Autriche à traiter en 1797. Or, ceci sans jamais demander quoi que ce soit au Directoire. C'est-à-dire qu'il va décider de traiter la paix. Par exemple, lorsqu'il conquiert la République de Venise, la France, le Directoire, espérait garder la République de Venise. Pas du tout. Il va la donner à l'Autriche de son fait. Donc à Paris, on est fou de rage, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, arrivons au sujet la République française et Malte. On n'en est pas à Bonaparte et Malte encore. Si la Révolution avait fait disparaître l'ordre de Malte en France, parce qu'il était à la fois un ordre nobiliaire et religieux, si ces biens avaient été nationalisés, elle n'avait nullement décidé de rompre avec l'île de Malte. Depuis le début du XVIIIe siècle et la pragmatique sanction de Villiers en 1722, l'île était devenue l'avant-port de Marseille. Elle était essentielle au commerce méditerranéen de la France, et parce que les traités internationaux avaient reconnu la neutralité de l'ordre et de l'île, la France veilla à ce que les appétits anglais de la première moitié du XVIIIe siècle, puis ceux des Russes dans la seconde moitié, ne fussent pas une gêne pour les commerçants de Marseille et des échelles du Levant. En 1796, les relations se réchauffèrent entre le grand maître Emmanuel de Rohan et le Directoire. Le 1er juin 1796, Delacroix, ministre des Relations extérieures, écrivait au consul de France à Malte, je cite, « Assurez le grand maître que si l'ordre des choses
a impérieusement exigé que la France disposât des biens de l'ordre de Malte, la République ira au-devant de toutes les occasions possibles de lui être utile. Mais qu'il soit sur ses gardes contre les suggestions des Anglais ou de la Russie, qui ne cherchent qu'à l'anéantir sous l'apparence insidieuse de propositions malhonnêtes. Or, la mort de Rohan en 1797, l'élection de l'Allemand Hompèche et ses ouvertures en direction du tsar Paul Ier de Russie changèrent la donne. En février 1797, Bonaparte, qui savourait sa victoire en Italie du Nord, reçut la copie de la convention d'alliance entre la Russie et Malte et l'envoya au Directoire. Le gouvernement français s'estima floué, le sultan fut prévenu de cette alliance tandis que Bonaparte faisait séquestrer tous les biens de l'ordre en Italie du Nord et faisait reverser les revenus dans les caisses de l'armée qui en avait grand besoin. En mai 1797, Bonaparte, qui ne doutait pas du prochain effondrement de l'Empire ottoman, proposait au Directoire de républicaniser la Grèce et pour cela d'avoir la maîtrise de Malte en confiant l'ordre à un Espagnol, l'Espagne étant alors alliée de la France. En septembre 1797, le Maltais Censu Barbara, ayant approché Bonaparte et lui ayant démontré que de nombreux Maltais étaient favorables aux Français, le Directoire écrivit au général de ne pas laisser perdre l'occasion d'acquérir Malte si jamais elle risquait d'appartenir à l'Autriche, à la Russie ou à l'Angleterre. On le voit donc, la prise de Malte n'était pas un but en soi, mais le moyen d'empêcher que l'île appartînt à un ennemi de la France. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, envoya alors des instructions à Bonaparte qui rechercha des informations sûres. Dans un premier temps, il en obtint indirectement d'un Maltais, Charles Zammit, qui, depuis 1795, abreuvait Paris de notes réclamant l'intervention de la France à Malte. En octobre 1797, ce même Zammit avait remis au chevalier de Barras, le cousin d'un des 5 directeurs, un plan pour s'emparer de Malte. Avec 20 000 hommes de troupes, 36 canons, il se faisait fort de bloquer au début de l'été les ports de La Valette, de la baie de Saint-Thomas et de Marsachloc, et en débarquant des troupes à Melilla, la baie de Saint-Paul et les Salines, Salina Bay. Mais pour Paris comme pour le général, une invasion n'était pas à l'ordre du jour. Dans toute l'Europe, Paris préférait que les populations locales se soulèvent, plus ou moins spontanément bien sûr, au nom de la liberté et en appel à la République française pour chasser les gouvernements aristocrates. Aussi Bonaparte chargea-t-il Étienne Poussielgue, cousin du banquier de l'Ordre, de lui fournir un état de la situation militaire. Poussielgue arriva à Malte la veille de Noël 1797. S'il nota que la plupart des Maltais étaient hostiles à l'ordre et que presque tous étaient disposés en faveur de la France, parce qu'ils tiraient le principal de leurs revenus du commerce avec celle-ci, il ajoutait que pas un Maltais ne se mouillerait à prendre publiquement parti, tout au plus pouvait-on compter sur l'inertie de la population qui se rangera du côté du vainqueur. Estimant que Malte était la clé du Levant et que celui qui possédait Malte serait le maître absolu du commerce de la Méditerranée, il proposait plutôt de négocier, soit avec Naples, en lui donnant la principauté de Bénévent en échange, soit avec l'Espagne, en la forçant à nationaliser les commanderies de l'ordre pour le ruiner, soit avec Hompèche lui-même, en lui promettant une principauté en Allemagne. Il concluait son rapport sur une estimation financière. Les propriétés financières du grand maître, de l'évêque, du chapitre cathédral, des congrégations monastiques correspondaient à un capital de 15 millions de francs, tandis que la richesse mobilière des palais et des églises ne dépassait pas le demi-million de francs et que la Banque de Malte, l'université, avait un déficit de 4 millions de francs. Malte était donc intéressante pour son rôle économique,
pour obtenir des liquidités immédiates, mais n'était pas une ressource financière d'importance. Ce fut alors, à la fin de 1797, que Bonaparte reçut l'autorisation du Directoire de rentrer à Paris. Tout à son idée d'entreprendre une carrière politique, il écrivit à Joseph, son frère, de mettre fin à la mission de Poussielgue à Malte. La réception triomphale que le gouvernement du Directoire fit à Bonaparte cachait en réalité une profonde méfiance du monde politique à l'encontre de ce général trop jeune, trop victorieux, trop ambitieux. En effet, passés les discours et les banquets, Bonaparte fut envoyé comme plénipotentiaire à Rastatt, en Allemagne, où les diplomates, français ou autres, l'injurièrent. Envoyé alors sur les côtes de la mer du Nord pour étudier la faisabilité d'une invasion de l'Angleterre, il conclut rapidement à l'impossibilité du projet et il revint à Paris sans autorisation. Là, en janvier ou février 1798, le Directoire lui fit savoir qu'il ne serait jamais nommé directeur comme il estimait pouvoir y prétendre. Acclamé par la foule des Parisiens, adulé par l'armée, son maintien à Paris était donc un danger pour la République. Alors que le gouvernement envisageait de le renvoyer à Rastatt, Talleyrand proposa le 13 février 1798 de faire une descente sur l'Égypte pour menacer le commerce anglais en Inde. Ayant eu l'aval des directeurs, il offrit à Bonaparte, trop heureux d'échapper à la surveillance étroite du gouvernement, d'en prendre le commandement. L'expédition fut officiellement décidée par le Directoire le 5 mars 1798. Mais pour Paris, il y avait un problème de taille, qui est un problème récurrent en France, le manque d'argent. Dans un premier temps, les Français organisèrent une série de révolutions dans les cantons suisses. La ville de Berne fut prise le 4 mars 1798 et avec elle son trésor de 5 millions de livres qui furent affectés à la constitution, dont 3 millions furent affectés à la constitution de l'escadre destinée pour l'Égypte. Il restait à pourvoir le paiement de la solde de l'armée en attendant que les ressources du Caire puissent y satisfaire. Le chiffrage des ressources de Malte par Poussielgue revint alors à la mémoire du Directoire et il fut décidé que, sur sa route, en passant, le général Bonaparte s'emparerait de Malte, en chasserait les chevaliers et déclarerait l'île propriété de la France. Donc Bonaparte à Malte. Les armements des flottes de Toulon, Bastia, Gênes et Civitavecchia n'étaient pas passés inaperçus en Italie. Mais officiellement, le royaume de Naples avait signé un traité d'alliance avec la France. Or, la reine Marie-Caroline de Naples, qui vouait une haine inextinguible au pays qui avait guillotiné sa sœur Marie-Antoinette, entretenait en secret des connivences avec l'Angleterre et notamment avec Nelson, qui jouait les jolis cœurs auprès d'Emma Hamilton, l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Naples, ambassadeur qui était particulièrement cocu. Le 2 mai 1798, Londres faisait ordonner à Nelson de prendre, couler, brûler ou détruire la flotte française. Or, le 19 mai, alors que Bonaparte quittait Toulon, l'escadre de Nelson essuyait une tempête au large de la Sardaigne et il ne parvint à Naples que le 15 juin, alors que les 4 escadres françaises étaient parvenues à Malte entre le 6 et le 9 juin. Le 10 juin, le débarquement des troupes françaises désorienta les chevaliers et affola les Maltais. Dans ce contexte, ce furent les Maltais qui cédèrent et leurs principaux notables exigèrent du grand maître qu'il demandât une suspension d'armes. Signée le 11 juin à 1h de l'après-midi, elle fut suivie le 12 de la signature de la capitulation que Bonaparte accepta d'appeler convention pour ne pas insulter un ordre qui avait été si glorieux. Le même 12 juin, encore à bord de l'Orient, c'est-à-dire du navire amiral, Bonaparte écrivait à l'évêque Labini, je cite,
toutes les archives que je cite sont à Malte dans les archives de la Curie épiscopale. J'ai appris avec un véritable plaisir, monsieur, la bonne conduite que vous avez eue et l'accueil que vous avez fait aux troupes françaises. Vous pouvez assurer vos diocésains que la religion catholique, apostolique et romaine sera non seulement respectée, mais ses ministres spécialement protégés. Je ne connais pas de caractère plus respectable et plus digne de la vénération des hommes qu'un prêtre qui, plein du véritable esprit de l'Évangile, est persuadé que ses devoirs lui ordonnent de prêter obéissance au pouvoir temporel et de maintenir la paix, la tranquillité et l'union parmi les hommes. Je désire, monsieur l'évêque, que vous vous rendiez sur le champ dans la ville de Malte et que par votre influence, vous mainteniez le calme et la tranquillité parmi le peuple. Je m'y rendrai moi-même ce soir et je désire que dès mon arrivée, vous me présentiez les curés et autres chefs d'ordre de la ville de Malte et autres villages environnants. Soyez persuadé, monsieur l'évêque, du désir que j'ai de vous donner les preuves de l'estime et de la haute considération que j'ai pour votre personne. Donc, c'est quand même pas, voyez, un bouffeur de curé. Or, le même jour, des soldats, nourris autant par l'anticléricalisme de la Révolution que par l'esprit du lucre, s'étaient laissés aller à quelques larcins. Bonaparte, aussitôt averti, en écrivit immédiatement au général Vaubois, qui à son tour écrivit à l'évêque. Il est difficile, dans le premier instant de guerre, d'arrêter le soldat, mais nous allons faire tous nos efforts pour rétablir la discipline la plus sévère, et Monseigneur verra, si tout est terminé d'ici à peu de temps comme il y a lieu de croire, les Français deviendront subitement les amis les plus sincères des Maltais. Bonaparte avait été informé le 1er juin que Nelson était à ses trousses, mais qu'il avait dû s'abriter en Sardaigne en raison d'un fort coup de vent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il savait donc qu'il n'avait que peu de temps avant que Nelson n'apparaisse. Il lui fallait donc assurer le départ de Hompèche, ce qui fut fait le 18 juin, et mettre Malte en conformité avec la constitution de l'an 3, c'est-à-dire la constitution du Directoire. Il y a une certaine puérilité à croire, et à Malte, je pense que c'est un leitmotiv, à croire que tous les actes qu'il a signés, en moins de 5 jours, sortirent de son génial cerveau, comme si le président de la République maltaise ou française, qui signe des lois à tour de bras tous les jours, écrivait les lois qu'il signe. Bonaparte était un militaire qui n'entendait pas grand-chose au droit, mais qui avait l'intelligence supérieure de savoir se servir des hommes qui étaient auprès de lui. Lorsqu'il commandait en Italie, il avait apprécié celui que le Directoire avait nommé administrateur des hôpitaux de l'armée, Michel Regnault. Michel Regnault était un ancien avocat, un membre de la Constituante, qui avait été élu par la ville saintongeaise de Saint-Jean d'Angély, dont il accolera le nom au sien pour le différencier de ses homonymes. Donc il s'appelle Regnault de Saint-Jean d'Angély. Et alors, pour les Maltais qui sont ici, l'historien maltais Carmel Testa l'appelle d'Angély, parce que tout simplement, il ne lit pas le français. Donc c'est Regnault, non pas of Saint-Jean d'Angély, mais from Saint-Jean d'Angély. C'est-à-dire il est élu par Saint-Jean d'Angély. Donc ce n'est pas la peine de l'appeler d'Angély, ça ne signifie strictement rien. Mais ceci, ça se répète, hein, parce qu'après Testa, vous avez d'autres historiens qui répètent, et d'Angély, etc. Bon. Donc il s'appelle Regnault, tout simplement, et il a été élu par Saint-Jean d'Angély. Il avait été un agent secret de Louis XVI, et même un agent secret de l'Ordre de Malte au début de la Révolution. Créateur et rédacteur de plusieurs journaux, le Journal de Versailles, le Journal de Paris, l'Ami des Patriotes, il mit ce talent au service de Bonaparte pour rédiger à Milan celui qu'il intitula « La France vue de l'armée d'Italie », et à Malte, donc, il va créer aussi un journal maltais. Choisi par le général pour l'accompagner et pour le laisser à Malte afin de parachever l'intégration de l'île dans la République, ce fut lui qui rédigea les nombreux décrets que Bonaparte signa. Alors, au niveau administratif et judiciaire,
l'île était préparée à devenir un département, car il s'agissait de départementaliser Malte, avec une commission de gouvernement qui correspondait au Conseil général des départements français, mais placée sous les ordres d'un commissaire du gouvernement français, qui était Regnault, à la fois procureur syndic, c'est-à-dire préfet, si vous voulez, et administrateur général. En outre, le territoire était divisé, comme la France, en municipalités, municipalités communales lorsqu'elles étaient petites et municipalités cantonales lorsqu'elles étaient grandes. Et la justice suivait le schéma français, juge de paix par canton, tribunaux civils et tribunaux militaires. Autre signe de cette hybridité, si Malte était devenue française, les Maltais n'étaient pas citoyens français, sauf à recevoir la citoyenneté du général en chef ou des autorités pour attachement marqué à la République. Pour le reste, un ensemble de dispositions para ou plus pressées, fin du système féodal, abolition de la noblesse, organisation de l'enseignement et du service militaire, etc., etc. Et c'est là que commence la légende noire de Bonaparte. Je vous avoue qu'après avoir passé 45 ans au milieu des Maltais, je suis particulièrement agacé par le leitmotiv répété à satiété, y compris par les érudits les plus talentueux, que Bonaparte avait pillé les églises de Malte. On sait exactement quand est née cette légende noire et quand elle a été répandue dans le peuple. Ce fut en 1802, lorsque les tractations entre le gouvernement français et le gouvernement anglais devaient conduire à la restitution de l'île à l'ordre. Or, ni l'Église de Malte, débarrassée de l'Inquisition et de l'ordre, et qui était devenue l'unique pouvoir ecclésiastique, ni les riches maltais, qui collaboraient désormais économiquement avec les Anglais, ni la City de Londres, dont Ball était le représentant et ne voulait un retour de l'ordre, et qui aurait été à court ou moyen terme, donc un moyen de réinsérer Malte dans le circuit économique marseillais. Pour avoir l'appui des populations, dont certaines conservaient sa fidélité à l'ordre ou leur sympathie aux Français, on fit alors du premier consul un brigand de sacristie sacrilège, vidant les églises de Malte de leurs vases sacrés. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Lorsque Bonaparte devenu Napoléon, ceci devint encore plus d'actualité puisqu'il était l'ennemi acharné de l'Angleterre. La légende noire était née et bien que les archives de Malte conservent encore tous les documents, beaucoup, y compris parmi les historiens locaux, veulent les ignorer ou ne savent pas les lire et répètent à l'envi une faribole qui ne les grandit pas. Alors, regardons chronologiquement les événements grâce principalement aux archives de la curie épiscopale de Floriana. La capitulation du 12 juin fit passer par droit de guerre les propriétés de l'ordre aux mains des Français, comme la capitulation française de 1800 les fit passer aux mains des Anglais en 1800 et jusqu'en 1964, et qu'elles passèrent ensuite aux mains des Maltais, du gouvernement maltais. Donc, il s'agit non pas d'un vol, il s'agit de règles d'État que l'on appelle le droit de guerre. Aussi bien le 16 juin 1798, Bonaparte ordonna-t-il aux contrôleurs de l'armée d'enlever l'or, l'argent et les pierres précieuses se trouvant dans l'église conventuelle Saint-Jean et autres endroits dépendants de l'ordre, ainsi que l'argenterie des auberges et du grand maître. Les pierreries et le métal précieux fondus en lingots furent mis dans la caisse de l'armée, et à l'exception d'une partie d'argenterie qui fut vendue aux négociants locaux pour pouvoir acheter de la monnaie. L'article 6 de ce décret, d'ailleurs, stipulait que devait être laissé aux églises de l'ordre ce qui serait nécessaire au culte. Donc on n'a pas enlevé tous les ciboires. La preuve, c'est que quand vous allez dans les musées, ou bien c'était mal fait, ou les Français c'était mal fait, ou bien alors c'est qu'il y en avait trop. Donc, pour le moment, aucune mention d'une église maltaise. Ce ne sont que les églises de l'ordre. Les 15 statues d'argent dues à Antonio Arrighi étant destinées à la fonte, le chapitre cathédral entreprit de l'acquérir, ce qui fut fait poids pour poids. Donc,
c'est encore le regretté Monseigneur Azzopardi, a parfaitement étudié la transaction, les autorités ecclésiastiques d'ailleurs délivrant au contrôleur de l'armée le poids équivalent en métal et principalement d'ailleurs des objets qui étaient cassés et qui ne servaient plus à l'Église. Ainsi, l'Église de Malte se retrouvait propriétaire d'un des trésors artistiques de l'ordre et non des moindres. Bien après le départ de Bonaparte, l'évêque demanda aussi le transfert à la cathédrale de Mdina du reposoir, le sépulcre, que de l'église conventuelle Saint-Jean, ce qui lui fut accordé par la commission de gouvernement en 1789. Il s'agit du sépulcre que vous voyez le vendredi saint à la cathédrale de Mdina. Ensuite vint le problème de la mise en conformité de la vie ecclésiastique maltaise avec les institutions de la République française. Cela concernait 2 points, la résidence de l'évêque et la réorganisation des couvents de réguliers. Concernant la résidence de l'évêque, une longue lettre écrite en latin en 1800 par Monseigneur Labini au pape Pie VII pour justifier sa conduite durant la période française nous raconte une autre réalité que ce qui est traditionnellement débité. En effet, se conformant à l'usage français qui voulait et veut encore aujourd'hui que le siège épiscopal ne soit pas différent du chef-lieu de département, Bonaparte voulut que le siège épiscopal fût transféré à La Valette et que la cathédrale fût désormais donc l'ancienne église conventuelle Saint-Jean. Selon ses dires, l'évêque ayant opposé le droit canon à cette volonté, Bonaparte aurait cédé et aurait accepté que l'église conventuelle devint co-cathédrale. Parce que cet ordre n'était pas prévu, parce qu'il a été rédigé dans l'urgence, l'acte officiel mal retranscrit par les secrétaires a fait de Saint-Jean non une co-cathédrale, mais le texte écrit une consalpédare, ce qui ne veut rien dire en français. Et si vous voulez, je vous dirai que ça a gêné pas mal un certain gouvernement maltais qui voulait s'emparer des tableaux de Caravage. Toutefois, conformément à la législation française, l'église Saint-Jean ne fut pas donnée à l'évêque, mais mise à disposition de l'évêque et restant propriétaire du gouvernement. Ceci explique, n'est-ce pas, qu'il y a de ça maintenant une décennie, on a créé donc une administration conjointe de l'État et de l'Église pour gérer la co-cathédrale Saint-Jean, qui donc est à l'usage de l'évêque, mais qui appartient normalement donc au gouvernement maltais, alors que la cathédrale de Mdina appartient à l'évêque. Concernant les ordres réguliers, il faut rappeler que les prêtres réguliers, c'est-à-dire des religieux obéissant à une règle et à un supérieur international ne résidant pas dans leur diocèse, ne relevaient pas de l'évêque, même lorsqu'ils étaient chargés de fonctions pastorales. Ainsi, canoniquement, si les réguliers participent à la vie du diocèse, ils ne peuvent pas être considérés comme des prêtres diocésains et leurs églises appartiennent à leur ordre et non à l'église locale. Donc, au XVIIIe siècle, dans les grands pays catholiques, l'Autriche de Joseph II ou la France de Louis XV, qui n'étaient pas des pays athées, les évêques eux-mêmes étaient intervenus pour demander au pouvoir politique de restreindre l'emprise des réguliers sur la vie de leur diocèse, puisqu'ils n'avaient aucun pouvoir sur ces prêtres ou ces moines, que leurs rapports d'ailleurs dépeignent le plus souvent comme paresseux, débauchés, théologiquement ignares ou vivant comme leurs ouailles. Donc, vous avez toute une littérature anti-monastique ou anti-régulière en Autriche, en Allemagne ou en France, à cette époque-là. Donc, bien avant la Révolution. Le 13 juin, à l'instar donc de ces souverains catholiques des Lumières, Bonaparte limita à un seul couvent le nombre de maisons religieuses d'un même ordre de réguliers ou de régulières, laissant à ces derniers le choix de leur établissement. Toutefois, alors que sur le continent, les biens ecclésiastiques désormais inutilisés avaient été mis à la disposition soit des évêques, soit des institutions hospitalières ou d'éducation, Bonaparte appliqua la loi révolutionnaire
qui les décréta bien nationaux et donc destinés à être vendus publiquement. Ce fut, bien après son départ, la vente du couvent des Carmes de Mdina qui mit le feu aux poudres, donc en septembre 1798. Ainsi donc, aucune église paroissiale de Malte, dépendant de son chef naturel, l'évêque, n'avait été spoliée sur ordre de Bonaparte, qui, somme toute d'ailleurs, ne resta à Malte que moins d'une semaine et à qui l'on attribue tout ce qui a été décidé pendant 2 ans. En effet, on a prêté et prête encore à ce général des mesures prises soit par Regnault, soit par Vaubois, en raison du blocus militaire anglo-portugais et de la fermentation des campagnes maltaises. Ainsi, début juillet 1798, quelques jours après le départ de Bonaparte, Regnault, peu au fait de l'existence des rites orientaux dans l'Église catholique, prit l'évêque de haut. Considérant que les principes des Français étaient d'accorder une protection égale à tous les cultes, il exigea des procureurs catholiques romains qu'ils remettent aux prêtres catholiques de rite grec son église et tous ses objets de culte. Ironiquement, il ajoutait à l'intention de Labini « Vous donnez à votre diocèse l'exemple de trop de vertus pour ne pas lui donner encore le modèle de la tolérance religieuse. » Or, tout ça, c'était quand même l'Église catholique. Pire, le 11 août 1799, Vaubois écrivait à l'évêque qu'il avait déposé les statuts de l'apostolat, donc les 15 statuts en argent massif que vous voyez au musée de Mdina, pourtant déjà vendus au chapitre de Mdina, en nantissement d'un prêt équivalent à leur poids. Se voyant dans l'obligation de les fondre, il proposait à Labini de réunir auprès de ses fidèles la somme équivalente pour empêcher ce désastre, et donc en réalité de les payer une seconde fois. Alors là, vous voyez, il y a spoliation. Mais ce n'est pas Bonaparte. En outre, il avertissait que trop de prêtres s'exonéraient de l'emprunt forcé qu'il avait été obligé d'établir sur chaque habitant. Et donc, à regret, il lui disait qu'il allait appliquer l'article de la capitulation qui lui permettait de retirer dans l'église de ses prêtres l'argenterie qui correspondait à ce qu'il devait. Et c'est là qu'il y a spoliation. Beaucoup plus tard. On est en 1799. De là naquit donc ce discours sur le pillage des églises diocésaines, en réalité, principalement de La Valette et des Trois-Cités, puisque les Français n'avaient plus d'autorité ailleurs. Ainsi donc, les mesures nombreuses prises après le départ de Bonaparte lui furent créditées pour les siècles suivants, et ça continue. Donc, pour terminer, de l'échec égyptien au coup d'État. Bonaparte se rendit rapidement compte que ses rêve de grandeur ne passerait pas par l'Égypte ou la Syrie, et qu'il avait été bel et bien enterré vivant dans les sables du désert par un directoire trop heureux de s'être débarrassé de lui. Sans plus de marine, à la tête d'une armée décimée par la peste, il savait que la situation en France lui était favorable. Le 23 août 1799, il abandonna l'Égypte au général Kléber et débarqua en France le 9 octobre, acclamé par toutes les populations jusqu'à Paris. Le 9 novembre 1799, il fit un coup d'État qui renversa le directoire et créa un nouveau régime, le consulat, composé de 3 consuls dont il était le premier et le principal. La mise en place du nouveau régime détourna l'attention du consul de Malte jusqu'au moment de l'année 1801, lorsque, en mars 1801, un ancien jurat de Gozo, Bartolomeo Busutil, lui transmit un plan de débarquement à Malte avec l'aide de Xavier Naudi, chargé d'affaires français à Tripoli. Or, il était prêt à le faire, mais l'évolution politique en Angleterre rendit ce projet inutile. En effet, la guerre voulue par Pitt de 1793 à 1800 avait coûté très cher. 25 emprunts négociés en 15 ans avaient épuisé la nation britannique. Le parti des propriétaires terriens exigea la paix. Pitt démissionna et Haddington et son ministre des Affaires étrangères Hawkesbury entreprirent de négocier la paix. Or, la France avait les mains liées par sa nouvelle alliance avec le tsar Paul Ier, qui, lui, prétendait à Malte en tant que grand maître autoproclamé.
il avait exigé de ne jamais faire la paix avec l'Angleterre. Celle-ci régla le problème à sa façon en aidant les proches du tsar à l'assassiner le 23 mars 1801. Donc, l'affaire était réglée et les négociations franco-anglaises purent débuter. Mais elles débutèrent difficilement en septembre 1801, car le système parlementaire britannique, que ne comprenait pas Bonaparte, ne permettait pas à Addington d'avoir une position tranchée. Si le parti des landlords, le Country Interest, qu'il avait porté au pouvoir voulait la paix, les capitalistes et les négociants de la City ne voulaient pas abandonner Malte et ils avaient sur place un de leurs agents, Ball, qui obéissait plus à leurs ordres qu'à ceux du Premier ministre. Pour Bonaparte, l'affaire de Malte était essentielle pour qu'il signât la paix. Il confia les négociations à son frère aîné Joseph, en qui il avait la plus absolue confiance. Son schéma de négociation était simple: obtenir l'évacuation de Malte par les Anglais et y empêcher l'installation des Russes. Il restaurait un ordre de Malte modifié, sans aucune langue française ni bien sûr anglaise, mais à peine signé le 27 mars 1802, le mode d'élection du nouveau grand maître suscita des difficultés. Après de nombreuses tergiversations, il fut laissé au pape de choisir parmi les candidats présentés respectivement par les prieurés espagnols, allemands, bavarois, romains, napolitains et russes. Piset choisit le bailli Ruspoli, qui se récusa, assuré de la mauvaise foi des Anglais. Le pape choisit alors le bailli Tomasi. Bonaparte croyait triompher en ayant acculé les Anglais à accepter les dispositions du traité et principalement leur évacuation de Malte. Mais durant toute l'année 1802, tous les efforts britanniques furent concentrés sur la démonstration que l'ordre n'avait ni les moyens financiers ni les moyens militaires de se réinstaller à Malte. Ball, qui avait quitté Malte en février 1801, quand Addington était devenu Premier ministre, y revint comme ambassadeur en juillet 1802, alors que l'opinion britannique penchait de nouveau pour la guerre contre la France face à l'expansionnisme français en Suisse. Ordre fut alors donné de ne pas évacuer Malte tant que toutes les garanties du traité d'Amiens ne seraient pas effectives. Le 13 mars 1801, le premier consul s'en prit violemment à l'ambassadeur anglais Whitworth, accusant son gouvernement de ne pas savoir maîtriser son Parlement. Vous voyez, c'est entre un régime démocratique et un qui ne l'était pas, difficile à comprendre qu'un Parlement puisse avoir droit de s'exprimer. On lui a prêté d'avoir dit qu'il préférerait donner la Normandie à l'Angleterre que de lui laisser Malte et d'avoir terminé son propos par Malte ou la guerre. En effet, le 13 mai 1803, Lord Whitworth réclama ses passeports et rentra à Londres. Le 16 mai 1803, la paix d'Amiens était rompue et la guerre était déclarée. Elle dura jusqu'en juin 1815. Donc, quelles furent les conséquences de l'éviction des Français de Malte? Du côté britannique, le maintien fut le triomphe de la City et des négociants, mais un triomphe de courte durée. L'installation en Égypte, la supériorité du coton égyptien sur le coton maltais, mais aussi la fin de la marine à voile au profit de la marine à vapeur, firent que Malte ne représentait plus l'important intérêt qu'elle avait au XVIIIe siècle et elle devint une place d'approvisionnement en charbon et de radoub pour la flotte anglaise. Du côté français, les guerres de la Révolution et de l'Empire avaient ruiné autant la marine que l'économie, et durant le règne de Napoléon, la misère avait été en grande partie compensée par les prises faites sur les territoires conquis. Grâce au règne de Louis XVIII, la France renaquit économiquement et put de nouveau songer au commerce extérieur. Marseille, désormais privée de Malte, regarda alors plus loin. En 1830, Alger tomba aux mains des Français, puis dans les années 1880, la Tunisie, indépendante de Constantinople depuis 1840, se plaçait sous le protectorat de la France. Ainsi, l'émulation économique qui, durant tout le XVIIIe siècle, avait fait de Malte une place essentielle de la Méditerranée, s'était désormais déplacée sur les rivages africains. Dès lors, l'extraordinaire développement commercial de l'Europe
sur fond de colonisation, remisaient dans le passé l'ordre de Malte, les Barbaresques, Malte elle-même et même tous les petits États italiens. Le petit noble de Corse, qui avait magistralement traversé l'histoire de la fin de la royauté française à l'émergence des grandes nations commerçantes du XIXe siècle, s'il fut le fondateur de la France administrative moderne, ne fut en réalité qu'un accélérateur de l'évolution économique d'un monde vermoulu dont Malte n'était qu'une cheville. Merci. Alors, s'il y en a encore qui sont réveillés, je veux bien répondre aux questions. Professeur, vous avez très bien abordé tout ça, mais la dague de La Valette, racontez-nous l'histoire. L'attaque de La Valette? La dague. Ah, ça c'est autre chose. Racontez-nous l'histoire, puisque justement c'est autre chose, et on dit beaucoup dans les journaux, mais quelle est votre version de cette histoire? Elle appartenait à l'ordre. Tout ça, ça appartient à l'ordre. Donc c'est une prise de guerre. Donc elle est empruntée quand? Par Napoléon lui-même? Oui. Enfin, par Napoléon, par les Français, oui, bien sûr. Napoléon, il ne l'a pas emmené au Caire, hein, il ne partait pas au Caire avec ça. Donc tout a été envoyé, y compris par exemple, toutes les archives de l'ordre à Rhodes, qui étaient ici, se trouvent maintenant aux archives nationales en France. Que, si vous voulez, tout ce qui appartenait à l'ordre appartenait à... C'est ça qu'il faut imaginer. Je vais revenir là-dessus. Il y a de ça quelques années, j'avais quand même quelques fonctions politiques importantes. Et j'avais obtenu du ministre de la Culture que l'on fit une copie du poignard et de la dague qui est au Louvre pour la donner aux Maltais. Donc on était prêt à payer pour que les Maltais aient au moins une copie. Lorsque l'ordre de Malte a su cela, l'ordre de Malte a écrit officiellement à la présidence de la République en disant que si ça devait revenir à quelqu'un, ça devait revenir à l'ordre et non pas à Malte, qui n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Donc c'est là le problème, si vous voulez. C'est que les Maltais sont persuadés qu'ils sont propriétaires de l'histoire de l'ordre, alors que l'ordre est persuadé que Malte était leur propriété. Alors, il y a une règle bien précise, c'est les lois de la guerre. Vous perdez, on prend tout. Ce qui est à vous appartient aux vainqueurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les lois de la guerre. C'est internationalement reconnu. Donc, la dague et l'épée de La Valette, qui ont été données beaucoup plus tardivement d'ailleurs par Philippe II, étaient des propriétés de l'ordre. Elles sont propriétés de la France. Voilà. De même que les archives de Rhodes. D'ailleurs, les Maltais réclament l'épée, mais ne réclament pas les archives de Rhodes. Je ne comprends pas. C'est quand même plus important. Les archives. Oui, bien sûr. Mais c'est là le problème, si vous voulez. C'est que il faut savoir de qui c'est la propriété. Donc, en 1790, c'est la propriété de l'ordre. L'ordre est vaincu, donc tout ce qui appartient à l'ordre. Pourquoi aujourd'hui, tous les hommes politiques, du président de la République aux ministres, etc., sont logés dans des palais à Malte? Parce que, très honnêtement, tout simplement parce que ces palais ont été pris à l'ordre par les Français, que les Anglais ont hérité de cela en 1800, et qu'ensuite les Maltais ont hérité de cela en 1804. Car si on doit rendre à ce moment-là, si les Français, ce qu'ils ont pris n'est pas valide, alors tout à fait d'accord, là, à ce moment-là, le président de la République va aller coucher dans les bois de Bousquet et les ministres vont aller dans les marchés publics, parce que c'est ça. Il faut vider les auberges, les palais, etc. Donc, il faut bien qu'il y ait une logique, si vous voulez. Hein? On ne peut pas accepter quand ça vous arrange et détester quand ça vous dérange. Donc, merci, professeur, c'est très intéressant. Et pour suivre cette logique, par rapport au trésor artistique de la cathédrale de Saint-Jean, tels que les Caravaggio, les tapisseries, il n'y a eu aucune... Les Français n'avaient aucun intérêt sur ces... Ils ont pris l'épée, ils ont pris la dague, mais sur
Mais des œuvres qui étaient très belles, parce que dans d'autres pays, des œuvres artistiques ont été... C'était beaucoup plus tard, et là, je vais vous dire, revenez, il est là 6 jours. Napoléon et les Français, durant le règne... Oui, mais alors les Français, ensuite, ils étaient bloqués. Alors, je peux vous dire que l'intérêt, c'était essentiel pour eux de bouffer et pas d'emporter un Caravage. Hein, ça, non, c'était le gros problème. Là aussi, c'est assez amusant, cette histoire. Il y a de ça quelques années, pour ceux qui sont maltais, c'était l'époque de M. Mintoff. M. Mintoff avait su que l'Église, qui était de l'ordre, appartenait donc à la France, donc ensuite aux Anglais, donc ensuite au gouvernement maltais. Donc il décide de transférer la décollation de Saint-Jean dans le musée de Malte. Alors, bien sûr, comme vous pouvez imaginer, hurlements, l'opposition, etc. Et donc, il fallait trouver le texte qui avait donné, signé par Bonaparte. Et on m'a demandé ce que ça voulait dire. Et moi, j'ai lu Comte Salpêdard, vous pouvez aller voir le texte là, il existe encore donc à Floriana, ça ne veut rien dire en français. Alors parce que quand vous écrivez co-cathédrale en français du XVIIIe siècle, le H a une jambe au-dessous. Donc on a pris ça pour un grand S. Le type a traduit Consalpédard. Consalpédard ne veut rien dire. Donc on n'avait aucun texte permettant de dire que Napoléon avait donné. Des années plus tard, 1992 ou 93, je travaillais dans les archives de Medina, et là, je trouve la copie, la traduction italienne de la lettre de l'ordonnance prise par Napoléon. Et il y avait écrit « con cathédrale ». Donc, il y avait bien écrit « co-cathédrale ». Donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement maltais, placé devant les faits, a décidé de créer cette organisation entre l'Église et l'État pour gérer la co-cathédrale Saint-Jean. Voilà. D'autres questions? Non, tout le monde a dormi. Oui, monsieur Martinez. J'ai vu que donc, la France républicaine, parmi ses lois, elle a aboli l'esclavage à Malte. Oui, Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le paysage de ce que ça signifiait en fait à l'époque de l'ordre, les esclaves à Malte, est-ce qu'il y en avait beaucoup, etc. Alors, il y avait environ... Pardon, excusez-moi. Non. Et dans quelle mesure il y a eu un avant et un après? J'avais aussi lu par ailleurs que il y avait des lettres qui avaient été envoyées signé Napoléon, qu'il disait, il écrivait au dé de Tripoli et au vizir à Constantinople, on va vous ramener les esclaves. Ramener, ça je pense pas, mais enfin on vous les rend, quoi. Oui, enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Alors, le problème de l'esclavage à Malte, c'est un problème récurrent qui a empoisonné, je dirais, la France depuis, grosso modo, François Ier. Pourquoi? Parce que lorsque François Ier signe un traité avec le sultan donc décide que le roi de France sera à la fois le défenseur et le responsable de tous les chrétiens latins en Méditerranée. De tous les chrétiens latins, c'est-à-dire catholiques. Donc, non seulement le roi de France, c'est-à-dire les consuls, protègent les catholiques, mais s'il y a une ânerie qui est faite par les catholiques, c'est sur le consul et sur les Français que ça retombe. Bien. Donc l'ordre de Malte est catholique. L'ordre de Malte est chargé de ce que l'on appelle la contre-course chrétienne, c'est-à-dire de contrer la course barbaresque d'Alger, Tunis et Tripoli contre les commerçants chrétiens en général. Alors Malte se trouve à la tête, je dirais, entre 1000 et 1500 esclaves en stock. Ces esclaves ne sont pas des esclaves au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour travailler. Quelques-uns travaillent, mais ça n'est pas du tout l'objet. Il y a à cette époque-là 100 000 Maltais
il n'y a pas assez de travail pour faire travailler des esclaves à la place des Maltais, ce qui fait qu'on va ruiner la population maltaise. Hein. Donc, à quoi servent-ils? Ils servent à, disons, on leur fixe une rançon et on leur dit, voilà, c'est très simple, tu seras libre lorsque tes parents vont payer tant. Donc, alors, il y a quelques ordres religieux, à la fois chrétiens, mais aussi musulmans, qui rachètent des esclaves. Mais donc, on écrit aux parents, très bien. Les Maltais, je dis bien les Maltais, pas du tout l'ordre, rien du tout, les Maltais ont pris par habitude d'acheter des esclaves. Donc, ils les achètent pour rien. Ça ne coûte pas très cher un esclave, ça coûte 100 à 200 écus, bon, très bien. Ils les achètent, et donc ils les ont chez eux, et là, ils demandent au type, tu habites à quel endroit? Alors j'habite Larnaca, Chypre, etc. Et donc ils envoient une lettre, ou alors le pire, ils y vont, et ils disent, voilà, alors j'ai ton fils, j'ai ta belle-sœur, etc., etc. Alors, tu me donnes 1000 écus et je les rends. Donc évidemment, c'est exorbitant. Donc, résultat, les populations se soulèvent. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on saccage les magasins des Vénitiens, des Français, etc. On bastonne le consul. Et c'est absolument insupportable pour le gouvernement français. Donc, Louis XIV va arriver et expliquer au grand maître, qui est d'Hérédine à cette époque-là, c'est très simple. Moi, je mets la flotte autour de Malte et je bloque. Alors, vous arrêtez vos corsaires, là, c'était terminé. Donc, la course de Malte était perçue comme quelque chose d'absolument insupportable pour toutes les populations qui étaient ottomanes, c'est-à-dire qui allaient de la frontière marocaine jusqu'au Danube. Hein. Donc, voilà. Donc, lorsque Napoléon décide au nom de la liberté, etc., c'est pas gratuit. Bon, il dit la République française, etc., libère, c'est du pipeau, vous savez, ça c'est le discours des hommes politiques. Tout simplement, qu'est-ce que l'on veut? C'est que les Français, désormais, soient bien vus par le B de Tripoli, le D d'Alger et le B de Tunis. Pourquoi? Parce que sur place, vous avez le consul anglais à Londres et à Alger et le consul anglais à Tripoli qui font mais vraiment du French bashing. On dit surtout, mais alors là vraiment pas du tout, hein, non, non, pas de français. Donc c'est une guerre commerciale pour savoir à qui appartiendra la Méditerranée. Et les esclaves sont un atout. Donc Bonaparte joue. Et ce faisant, il ruine les Maltais. Et donc toute une partie de l'opinion maltaise en quelques mois, c'est-à-dire on est au mois de juin, se retourne contre ces Français dont ils espéraient un renouveau commercial. Donc vous avez des mesures qui sont complètement aberrantes prises par les Français. Hein, premièrement, la première chose, ils arrivent, ils se rendent compte que l'ordre a des baux qui sont pérennes. Ils ont des grandes propriétés dont le bail a été fixé souvent en 1540 ou en 1550 et n'a pas été réévalué. Donc il y a des paysans qui paient 3 francs 6 sous. Donc tout ça, ça doit rentrer dans les caisses non plus de l'ordre, mais dans les caisses françaises. Regnault dit, mais on abandonne les baux pérennes et maintenant on prend des baux amphithéotiques de 99 ans et qu'on multiplie par, grosso modo, 100 à 200. Hein, donc vous voyez. Et quand on commence cette application? Le 2 septembre 1798. Le 2 septembre 1798. Le 2 septembre 1798, on met en vente les biens des couvents. Donc le 2 septembre 1798, vous avez les gens qui avaient des esclaves qui sont ruinés, et puis les cotonniers étaient persuadés que, parce qu'ici c'était une grande culture du coton, les cotonniers se disaient, ça y est, on va recommencer à vendre du coton à la France. Regnault est arrivé avec son frère, et son frère est un industriel du coton. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dérive tout le coton de Malte vers son commerce à lui. Et les cotonniers, ils ne peuvent plus vendre parce qu'ils n'ont pas de coton. Or, qui est le principal cotonnier de Malte?
Saverio Caruana, qui est un chanoine, et qui va prendre la tête de l'armée. Donc, vous comprenez que pour des raisons économiques, on a ruiné les Maltais, sans s'en rendre compte avec les médias internationaux. On a ruiné les pauvres qui avaient acheté des esclaves. Ensuite, on a ruiné les cotonniers. Et donc, évidemment, bon, les Maltais se sont soulevés. Voilà. Et l'intelligence de Ball a été de leur dire, alors écoutez, moi je vous dis, la City vous achète tout ce que vous produisez. Et le coton, alors à 3 fois le prix que... Donc évidemment... C'est comme ça qu'on se fait entuber. Plus de questions? Non. Je pense qu'on va libérer le professeur Bondy. Merci pour la conférence passionnante. J'espère que vous avez appris des choses sur Napoléon. Allez voir le film ou pas. Alors, j'avais apporté le texte de Monseigneur Labini au cas où on me poserait la question, mais voilà, donc il est là. On voit sur parole. Alors, je peux vous le lire en latin et vous le traduire aussi.